Bonjour Henrik. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour Henrik. Désolé pour le petit attente. On disait au revoir à Madame Adnani. Voilà, comme on est dans les studios. Voilà, et qu'on n'a pas encore d'assistant parce que on ne vit que des donations des internautes. Pour l'instant, on n'a pas encore une crielle d'assistants de salles d'attente et des locaux qui permettent justement de faire attendre les gens. Donc, est-ce que on peut commencer par vous présenter justement? Oui, je suis président d'une association qui s'appelle Train en Tête, une association d'usagers de la ligne de SNCF Perpignan-Villefranche de Conflans. Train en Tête, Tête, c'est le nom du fleuve qui passait par la vallée. Donc, il y a un petit jeu de mots. Je comprends. Par rapport à ça, justement, alors pourquoi le train? Pourquoi cet amour du train? Pourquoi justement pour vous c'est quelque chose de fondamental et pourquoi? Parce que j'ai vu que récemment il y a eu des actions de blocage, etc. Pourquoi justement ce combat? Parce que théoriquement, on est censé être le pays de la SNCF, du TGV, donc dans un monde idéal, il est censé avoir des TGV partout et tout va bien et on a des trains qui arrivent à l'heure. Dans le monde actuel, c'est pas ce qui se passe. Donc, dites-moi justement. Au-delà des TGV, nous, on est dans une zone rurale, donc le TGV, je dis souvent pour provoquer on parle de notre ligne comme une ligne secondaire, mais elle est secondaire pour les autres, mais elle est primaire pour nous. Elle a en priorité. Les TGV, ils nous servent pour nous déplacer ailleurs qu'au niveau local. Et notre ligne, c'est une ligne vraiment domicile-travail ou études-travail. Donc, c'est les lignes en milieu rural absolument nécessaires. Le réseau ferroviaire a été démantelé avec l'avènement de l'automobile pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Par chance, notre ligne a été épargnée, mais il n'empêche que elle subit des soubresauts, assez réguliers. Et donc, voilà, nous sommes un groupe de personnes qui préférons le train. On préfère le train pour de multiples raisons qu'on peut facilement comprendre et développer. Les raisons principales sont le confort, la sécurité, mais ça, on pourra en parler, et l'écologie, évidemment. Et ça me permet de faire la pub. Alors, c'est un peu hors sujet, mais on a fait justement, quand on est allé couvrir le sommet des BRICS à Kazan, on a mis un point d'honneur à revenir justement en train sur une partie du trajet parce que le train, parce que c'est très bien de prendre l'avion partout, mais c'est bien aussi de prendre le train et de valoriser le train. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, on a à la fin un reportage qu'on fait justement. Alors c'est les trains russes, c'est particulier, ça secoue beaucoup. Mais le train, partout dans le monde, c'est important. Et je pense qu'il faut, et surtout, dans notre cas, justement, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que c'était un train de nuit, chose qui n'existe presque plus en France. Et voyager de nuit, ça permet d'arriver le matin, d'être frais. Et c'est dommage, justement, ça fait partie des gros angles morts en France. Pour aller, vous êtes dans le coin de Perpignan, moi j'aimerais pouvoir prendre le train le vendredi soir et le matin être à Perpignan et de repartir le dimanche soir et le matin être à Paris. C'est pas possible en fait. Alors ça devrait être possible facilement. On n'a pas ça, mais là donc, dans votre zone rurale, ce qui se passe, c'est que il y a plus de train, il y a plus de gare ou qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors, on a une ligne qui a connu quelques aménagements il y a quelques années, en 2008, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne veux peut-être pas entrer trop dans les détails, mais par exemple, notre ligne est structurée en deux parties, entre Perpignan et Villefranche, à moitié chemin, il y a Illes-sur-Tête. Et Illes-sur-Tête, Villefranche n'est pas équipée avec la même signalisation que Perpignan
I, ce qui fait qu'on ne peut pas augmenter le nombre de fréquences jusqu'à l'augmentation d'un système qui s'appelle le BAPR, mot barbare, d'accord, qui veut dire bloc à permissibilité restreinte, qui permettrait d'automatiser le système de signalisation. Mais dans l'actualité, ce qui nous préoccupe, c'est que le 24 juillet, il y a eu un accident sur notre ligne entre I et Villefranche et I, puisque c'était dans ce sens-là. Et depuis le 24 juillet, une coulée de boue, le train a percuté un pont et depuis, la ligne sur cette portion est arrêtée et ça ne bouge pas vraiment. Donc, pour nous, c'est un réel problème puisque effectivement, il y a des quarts de substitution. Les autres quarts de substitution sont loin d'apporter le même service qu'un train. Et dites-moi, monsieur, quel est le soutien qu'a votre association dans la population? Est-ce que c'est une thématique partagée? Est-ce que les gens sont d'accord avec vous? Moi, je dirais que majoritairement, les gens sont d'accord avec nous. Hein. C'est ce qu'on ressent. La manifestation qu'on a fait l'autre jour, il y avait une bonne participation populaire. Il manque toutefois, c'est un peu comme dans certaines religions, hein, il y a beaucoup de croyants et moins de pratiquants. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui disent oui pour le train, mais qui le prennent pas, qui continuent à aller travailler en voiture. Et il faut savoir en plus que notre ligne est privilégiée sur un point, c'est que le transport sur notre ligne, c'est une décision du conseil régional qui, si on peut lui trouver des défauts sur plein d'aspects, en tout cas le conseil régional d'Occitanie est pro-ferroviaire et notre ligne a un tarif à 1 euro. Alors donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas prendre le train. Les excuses qui peuvent y avoir, c'est une question justement de ce dont je parlais avant, de flexibilité, d'augmentation des horaires, parce qu'on sait que dans le cadre du transport, l'offre précède la demande. Donc voilà, oui, on a un soutien de la population. Parfois, on n'a pas l'impression d'être soutenu suffisamment par les élus. Que voilà, la sainte voiture s'est imposée partout et on a du mal à passer au-dessus et à vraiment faire prendre conscience aux populations que le train, c'est mieux. Voilà, quelqu'un qui, comme moi, va de Prades à la sous-préfecture à Perpignan pour travailler, ben, écoutez, avec le train à 1 euro, il économise une fortune de l'ordre à 2000. J'ai plus calculé depuis, parce que comme les augmentations de carburant ne sont pas fixes, j'ai pas calculé depuis un certain moment, mais c'est de l'ordre de milliers d'euros qu'on économise si on prend le train. Sans compter les arguments que je soulève toujours, c'est que on est bien dans un train. On peut dormir. Si vous êtes à votre volant, c'est quand même bien déconseillé. Il y a des statistiques là-dessus. Il y a des statistiques là-dessus. C'est déconseillé de dormir au volant. Mais il paraît que c'est la mode d'embrasser les platanes. On peut lire aussi dans le train. On peut travailler. En voiture, c'est pas possible. On peut travailler, on peut lire. Moi, je vois des enseignants qui finissent de corriger les copies. Je vois des gens qui lisent. Je vois des gens qui écoutent de la musique. Alors, des fois, on leur conseille de mettre un peu plus bas le son. Mais c'est assez agréable. J'ai une question, c'est quoi l'excuse officielle sur le délai de réparation? C'est un grand imbroglio. Je vais essayer de le clarifier en quelques mots. Le train a percuté un pont. Il se trouve que le pont, aux surprises, n'est pas un pont qui appartient à la SNCF. Attendez, juste un truc. Comment il a pu percuter? Théoriquement, il passe sous le pont. Ça veut dire qu'il y avait un problème dans le pont? Voilà, il y a eu une coulée de boue juste avant, il a déraillé et manque de chance, il n'a pas déraillé au bon endroit, si j'ose dire, il a percuté un pont. Il se trouve que ce pont est propriété, alors elle ne le savait pas, elle a découvert, de la commune, puisque le passage, la route communale qui passe dessus, donc la structure est comme ça. Et on a une commune qui est un peu dilettante, qui devrait statuer, délibérer sur la destruction du pont et qui, depuis le 24 juillet, ne le traîne les pieds, ne le fait pas. Sous pression de riverains qu'il y a derrière le pont. Donc, évidemment,
leur revendication peut sembler et est totalement légitime, mais il se trouve que nous, association d'usagers, nous considérons, et on pense avoir un certain bon sens sur le sujet, considérons qu'il s'agit d'un service public et que le service public doit prévaloir sur les intérêts privés, aussi louables soient-ils. Ça paraît peu vu de Paris ou d'ailleurs, ou de Lille ou de Strasbourg, mais il y a 700 voyages par jour sur cette ligne. Ça correspond à environ 400 personnes. Voilà. Donc, c'est assez important. Donc, là, on est dans un nombre. On attend que cette mairie veuille bien délibérer pour la démolition du pont qui déclencherait le début des travaux par SNCF Réseau pour démolir le pont et mettre en état la voie pour la circulation nouvelle des travaux. Alors, on a des commentaires dans le fil chat sur des gens qui nous rappellent que les petites gares sont beaucoup fermées, les petites lignes, comme on dit un peu péjorativement, sont fermées, et puis qu'il y a des problèmes pour certains qui travaillent de nuit, et donc les horaires sont pas compatibles avec les transports ferroviaires. Bon, je pense que c'est pas la majorité des gens qui travaillent de nuit, mais il y en a quand même. Que souvent la voiture reste le seul moyen de pouvoir aller travailler ou faire ses courses, et c'est bien ça le problème, et que vous soulignez dans votre combat, c'est-à-dire que le maillage territorial, alors évidemment vous avez raison dans le fil du chat, ça c'est la situation actuelle pour beaucoup de gens, et ça a été, comme vous l'avez dit monsieur, tout à fait voulu par les pouvoirs publics. Il faut se rappeler le maillage territorial ferroviaire français à la sortie de la guerre. C'est toujours intéressant de regarder les deux cartes, avec énormément de petites gares. D'ailleurs, on les connaît toutes, ces petites gares qui sont transformées ici en musée, ici en dépôt pour ordures de la mairie, ici en petit café associatif, ici en ceci ou cela. Donc c'était beaucoup de travail d'emplois locaux, beaucoup de possibilités pour les entreprises de transporter aussi du fret, et la possibilité d'avoir plus d'options de déplacement. Donc effectivement, en l'état actuel, c'est assez compliqué. C'est les grandes lignes qui ont été favorisées à la place, en particulier pour le TGV, plutôt que de favoriser les transports locaux dont vous parlez. Et pourtant, c'est possible. On rappelle toujours ici qu'il y a un pays qui est à côté de chez nous, qui pourtant n'est pas simple en termes de transport ferroviaire et d'infrastructure, c'est la Suisse, où on a un énorme maillage réseau avec des trains qui démarrent très tôt, finissent très tard pour les gens qui ont des horaires un peu compliqués, et avec seulement la voiture pour le dernier bout de course jusqu'à chez soi, quoi. Il y a quelques petits kilomètres qui restent. Genre, je vais me permettre de partager une carte pour que les gens aient une notion. Donc ça, c'était le maillage en 1910-1930 de la France. Et voilà le maillage en 2008-2014, en sachant que depuis 2014, on a fermé pas mal de lignes. Donc, c'est juste incompréhensible. C'est-à-dire que des rails, on en avait partout. Et voilà. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, le centre de la France qui devient de moins en moins accessible. Il y avait des trains. On voit, le maillage est quand même assez bien fait. Il y avait plein de lignes régionales. Tout ça a disparu. En ce qui concerne notre département, effectivement, il y avait d'autres lignes. Actuellement, nous n'en avons que deux, la ligne du littoral et la nôtre. La nôtre a ajouté par la ligne du train jaune, qui est un train aujourd'hui touristique, qui aurait vocation à redevenir un train public, mais justement, là, pour qu'il devienne un train à usage quotidien, il faudrait se rapprocher de l'exemple suisse, où des trains de montagne ont des performances vraiment valables pour les travailleurs. Sur notre département, les Pyrénées-Orientales, nous avons par exemple l'exemple de l'autre sous-préfecture, Céret, qui n'est pas reliée par train à Perpignan. Et là, surprise ou désolation, il manque que 7 km de voies à aménager pour raccorder Céret à l'autre ville du Boulou, où à partir de là, on a des voies
des voies aménagées, de l'électrification, qui pour l'instant sert au fret, mais pas aux voyageurs, donc être améliorée. Et donc, il y a d'autres lignes qui ont été supprimées. Il y avait une ligne sur le nord de la côte, pour ceux qui connaissent un peu le département, sur le Barcarès. Il y avait une ligne vers Tuire. Il y avait une ligne qui montait jusque dans la montagne jusqu'au Val-Espire. Chose qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui parce que les rails étaient vraiment sur la route. Donc, aujourd'hui, ça sont un peu différent. Mais en tout cas, pour Céret, c'est possible d'aménager 7 km de voies. Et là, l'État traîne les pieds, mais ce qui est surprenant, c'est que beaucoup d'élus de la zone ne se rendent pas compte de l'utilité de train et sont en train de travailler sur un pont routier supplémentaire pour traverser le Tech, qui est l'autre fleuve qui se jette dans la Méditerranée chez nous. Voilà. Alors, et je termine sur le constat des gares fermées. Nous, presque toutes les gares sont fermées sur notre ligne. Et sur les haltes, puisqu'on va les appeler comme ça, sur les haltes, il manque de la signalisation par écran. Et particulièrement, ce qui est gênant, c'est qu'il manque aussi un accès pour les personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai participé à une émission sur une radio locale où un monsieur se plaignait du manque de toilettes pour personnes à mobilité réduite dans les trains. Et ce que j'ai souligné quand même, c'est qu'avant d'arriver aux toilettes dans les trains, il faut quand même y monter. Et nous, il n'y a que 3 gares sur 10. Le terminus à Perpignan, heureusement, quand même, c'est une ville assez importante. Le terminus à Villefranche. Et celle de Prades à la sous-préfecture, où on peut y accéder en fauteuil roulant. Alors, je me permets de répondre à ceux qui disent non, Jean Castex, il est à la RATP, et d'ailleurs, il est en train de faire le boulot pour lequel il a été nommé, c'est-à-dire la privatisation totale et le découpage de la RATP. Mais par contre, on a fait un topo ici, ça va être un beau chaos, la privatisation des bus. Tout à fait. Et pendant que tu mets l'image, je salue Eric. Tu vas en commenter, mais je salue Eric qui nous dit, j'imagine pour ce long week-end, il a demandé au cheminot mais pourquoi il n'y a pas plus de wagons, parce qu'il devait y avoir plus de monde, hein, évidemment. Et le cheminot lui a répondu, mais il n'y en a plus de wagons à la SNCF et il n'y a plus assez de wagons pour les mettre. Voilà. Donc c'est ça, détruire les services publics. Il n'y a plus les moyens. Donc on a une nouvelle carte. Vas-y, montre-nous ça. Voilà, c'est assez génial. C'est assez éloquent. C'est en 1981. Donc il y a une quarantaine d'années, ça c'était le maillage territorial des trains de nuit en France, et en 2020, et j'ose même pas imaginer maintenant. C'est-à-dire que quand tout à l'heure j'évoquais le TGV, que je disais voilà, on est le pays du TGV, c'était pas le but de dire le TGV pour tout, c'est-à-dire on était le pays de l'excellence ferroviaire. On était le pays qui était censé être le porte-étendard du train, où on fabriquait des trains, les premiers trains à grande vitesse, etc. On avait Alstom, on avait un certain nombre de sociétés fer de lance du ferroviaire. Et maintenant, on a l'impression que le train, c'est plus rien, en fait. Ils essayent, là, le train de nuit, c'est vraiment un drame. Moi, je sais pas vous, mais comme j'ai 50 ans, c'est des souvenirs d'enfance. On allait avec les parents dans quasiment toutes les villes de France en voyage. Ça coûtait beaucoup moins cher. En plus, il y avait des systèmes de tickets qui étaient pas ce truc ouvert à la concurrence, au marché, aux algorithmes et aux logiciels bizarres. C'était chaque kilomètre avait un prix, point. Première, deuxième classe et basta. Et donc c'était très clair, c'était tout à fait prévisible. Les billets avaient une durée de validité qui n'était pas juste sur un voyage. On pouvait beaucoup s'arranger parce qu'il y avait beaucoup de possibilités de transport. Là, comme il y en a beaucoup moins, c'est difficile de s'arranger. Vous êtes souvent bloqué à votre billet. Voilà, on pouvait vraiment voyager de nuit. Pareil pour le fret. Et il ne faut pas oublier que toutes ces réformes nous viennent d'une géniale décision de la Commission européenne qui a mis en place le pacte ferroviaire européen, qui en gros consiste à tout mettre en concurrence et à détruire les compagnies nationales et à promouvoir le routier dans un bout de continent, l'Europe, où on n'a pas de pétrole. C'est vraiment... Et puis, bien sûr, détruire le nucléaire en même temps, qui permet d'alimenter des voies de chemin de fer électriques. Donc, on a quand même des génies. Alors, pendant qu'on parle... Là, on a une infographie, là. Vas-y. Ouais, pendant que
qu'on parle, je vais vous mettre cette infographie-là parce que c'est éloquent. Donc, elle est animée. Donc, je vais la redémarrer. Donc, depuis 1820. Donc, en fait, on voit, donc, ça construit Paris, Lyon, etc. Ouais, c'était le Creusot, la première ligne. Puis là, hop, ça serait. Et vous allez voir, donc 1853. Hein. C'est-à-dire qu'en 1860, ils avaient un meilleur maillage. Oui, mais c'est le Second Empire. Hein. Énorme activité. Puis après, de la Troisième République. Voilà. Et donc là, d'un seul coup, on voit ça s'ouvre partout. Et on est il y a plus de 100 ans. Hein. Et donc, on voit même, d'ailleurs, Alsace et Lorraine, c'est marrant parce qu'on ne l'avait pas. Du moins, marrant. On voit que le maillage est. C'est pas raccordé. Ça. Voilà, exactement. On l'a retrouvé. Et donc, d'un seul coup, donc là, ça commence à développer, 1930. Donc, on voit, il y a la rationalisation et tout. Et au fur et à mesure, on va voir. Donc là, il y a quand même un beau maillage, hein, jusque dans les années 70, 60. Et là, on voit que doucement, ça commence à diminuer. Alors, rouge, c'est les grands trains à ligne grande vitesse. Tout à fait. Exactement. Et donc, là, on arrive vers les années 2000 et là, d'un seul coup, la carte s'éclaircit. C'est-à-dire que toutes ces petites lignes. Alors moi, j'avais une question. Est-ce qu'on sait, voilà, 2020, c'était jusqu'en 2020. Est-ce qu'on sait, parce que les rails, généralement, c'est de l'expropriation. C'est-à-dire que le domaine ferroviaire, tous ces emplacements de rails en France, de tout ce maillage, tout n'a pas été revendu. On est d'accord qu'il doit y avoir encore plein d'endroits où, effectivement, il y a des vieux rails, etc., mais ce serait très simple de repasser des rails. Et il y a certains endroits où il y a des voies vertes qui ont été installées sur les anciens rails, mais permettez-moi que je focalise sur mon département que je connais. Par exemple, entre le Boulou et Céret, effectivement, il y a le rail arrive à 7 km de Céret. Le reste, c'est une voie verte, mais selon certaines études et certaines observations, effectivement, on pourrait faire passer la voie verte aujourd'hui ailleurs et remettre des rails. Donc ça, là aussi, ça paraît très joli de faire une voie verte, une voie cyclable sur des rails, mais la plupart du foncier appartient encore à la SNCF quand même. Je ne suis peut-être pas assez spécialiste pour le vérifier, mais la plupart du foncier appartient à la SNCF. Pour moi, le train, c'était peut-être le transport d'hier, mais c'est surtout le transport de demain. Et comme vous avez parlé aussi beaucoup de transport de nuit, de TGV. Je peux me permettre de vous arrêter, Henrik. Vous vous rendez même pas compte à quel point vous avez raison, parce qu'on pourrait faire la même infographie sur le chemin de fer en Chine. Entre 2000 et 2024 en Chine, mais c'est sidérant. Et on voit bien qu'eux comprennent que c'est le transport de l'avenir. Je vous redonne la parole. Je disais, on a parlé de longue distance et de train de nuit, par exemple, mais nous avons aussi un problème, c'est que nous sommes à 200-250 km d'une ville phare en Europe, qui est Barcelone. Et pour aller à Barcelone depuis Perpignan, ça peut sembler curieux, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est-à-dire que vous pouvez difficilement et pratiquement pas aller depuis Perpignan à Barcelone, passer la journée en train. Soit vous passez par les lignes dites traditionnelles et vous avez un problème de correspondance à la frontière, soit il y a bien un TGV qui va jusqu'à Barcelone et puis qui continue jusqu'à Madrid. Mais les horaires sont faits que vous pouvez passer que 2 heures à Barcelone, à 200 km de Perpignan. Or, par exemple, vous avez 22 allers-retours, une vingtaine d'allers-retours sur Montpellier et Toulouse. Donc, on est la région frontalière de France en Europe où c'est le plus compliqué de voyager. Alors là, on est en droit de se demander si ce n'est pas voulu. Mais vous avez raison, c'est voulu parce que il se fait que. Si le fait d'être catalan, peut-être il y a certains lieux des gens qui n'aiment pas trop, que Perpignan et sa région se développent vers Barcelone plutôt qu'ailleurs. Donc on est en droit de se demander cette anomalie. Moi, pour des raisons professionnelles, j'ai dû aller souvent à Barcelone et c'est pratiquement impossible. Pour aller à Barcelone facilement, je dois aller à la première gare TGV derrière la frontière,
pour aller à Barcelone et pour pouvoir passer la journée. Mais nous avons un tunnel qui a coûté une fortune, qui n'est pas entre Opertus, qui n'est pas rentable. Et la solution serait, et elle est possible techniquement, de faire passer les trains régionaux, des TER, par là, puisque peut-être nos auditeurs, nos téléspectateurs ne le savent pas, mais il y a une différence d'écart de voie, de largeur de voie entre la France et l'Espagne, qui n'existe pas sur le TGV. Le TGV, même en Espagne, est en dimension européenne. Oui, mais cet écart de rail est un prétexte parce qu'il se fait que je connais pas mal votre magnifique région et que tant à Cerbère, qui est la dernière ville de France avant la frontière espagnole, que Portbou de l'autre côté, on a une énorme gare, un système de triage colossal en bas des montagnes. Et moi, je prenais à une époque le train de Paris à Barcelone qui finissait à, c'était 6h50, il me semble, à Barcelone et puis un peu plus tard à Madrid. Et il n'y avait aucun problème. Alors, si on dormait pas ou si c'était en journée, bon, on avait un moment de changement à Portbou ou à Cerbère qui prenait un peu de temps, mais enfin, ça se faisait. Par contre, l'autoroute et les routes du côté de la Jonquera, ça a été développé. Et on avait un train qui ne circule plus, qui était le Talgo, qui était à essieux variables. Ah oui. Donc, si on faisait des essieux variables à la fin des années 60, on pourrait en faire aujourd'hui. En tout cas, il y a plusieurs solutions et jamais on met du financement sur ces solutions. Et comme vous venez de le dire, sur la route, on met beaucoup d'argent. Sur notre axe, j'en reviens, sur notre axe, en ce moment, on est en train d'élargir. Sur l'ex-route nationale 116 qui aujourd'hui est sous gestion du département, qui s'appelle RD 66. On élargit, on fait des ronds-points. Si on avait, je sais pas, 5% du budget que l'on met sur la route pour notre ligne, on résoudrait la majorité de nos problèmes. Oui, mais c'est vrai que, en plus, on a la chance quand même en France d'être le pays du nucléaire. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir faire du ferroviaire pas cher, parce que tout à fait. Je suis désolé parce qu'en fait, je cherchais les infographies. En fait, je vois les commentaires, les amis. Il y en a qui disent oui, maintenant c'est 1h30, l'avion, c'est moins cher. Il faut vraiment se poser une question. Aux États-Unis, que je connais bien, j'ai pris un des derniers trains passagers qui fonctionne un peu, c'est le train Boston-Washington. Il y en a un qui traverse les États-Unis, mais c'est pas terrible. Et ce qu'ils maintiennent, c'est le transport de fret, qui est de plus en plus en mauvais état. Les rails aux États-Unis sont dans un état délirant. Le rail qui longe, j'étais là l'année dernière, qui longe la frontière de la Géorgie et de la Caroline du Sud, mais c'est un truc catastrophique. Il roule à moins de 20 km/h. Avec des déraillements fréquents. Et c'est un pays qui a tout misé sur la route, sur le pétrole, sur les avions, il n'y a pas de problème. Mais les Chinois, il doit bien y avoir une raison pour laquelle ils développent à ce point leur système ferroviaire, ainsi que les Russes, ainsi que les Indiens, avec, pour la Russie et la Chine, le chiffre est délirant, j'ai vérifié plusieurs fois, 87 fois moins de déraillements qu'aux États-Unis. En vrai, on sait que écologiquement, en termes financiers réels, si tout ça est alimenté par du nucléaire, mais c'est quand même nettement plus rentable que l'avion et sur lequel il peut y avoir des bouchons, parce que 1h30, c'est 1h30 de vol. Hein. Après, il faut aller à l'aéroport, il faut passer 2 heures à l'aéroport, il faut passer les contrôles techniques et les scans, et puis à rebelote, et puis on arrive à je sais pas où, dans la Pampa, et il faut prendre un transport pour aller en centre-ville. Le train de Barcelone, il arrivait au milieu. Hein. Vous sortez du train, vous étiez dans la ville. C'est pour ça que l'Eurostar marche toujours aussi bien. C'est-à-dire c'est génial. C'est techniquement plus rapide. Ça coûte une fortune, mais bon. Voilà, on se retrouve du centre au centre, en fait. On n'a pas besoin, alors que les aéroports londoniens low cost sont assez loin. Ouais. Et donc, au final, entre le temps d'embarquement, etc. Alors, l'Eurostar, il y a quand même un temps d'embarquement. Moi, j'ai déjà raté des Eurostars parce que j'ai pas pris assez de marge. Mais je crois que c'est 1 heure. Mais c'est rien.
en 1 heure. En plus, on s'assoit, on mange assez bien dans l'Eurostar, de mon souvenir. Et voilà, c'est aussi bête que ça. C'est pour ça on va dire. Alors, excusez-moi, je vais devoir moi vous laisser. Henrik, merci beaucoup, c'est très très intéressant. On vous réinvitera pour savoir où on est. Et je vous laisse avec Pedro pour continuer ce débat parce qu'il n'est pas terminé. C'est juste moi qui dois décrocher. Je voulais juste rajouter, vous parliez du nucléaire. Sur notre territoire, on a encore une chance, c'est-à-dire que vu l'orographie, on devrait et on doit développer l'hydroélectrique. Ça coûte presque rien à part d'installer des turbines et c'est vraiment une énergie propre et écologique. Donc, nous, quand il n'y a pas trop de sécheresse comme en ce moment, il y a de l'eau qui descend et de l'eau qui descend, on va faire de l'électricité. Ouais, mais le problème des turbines, tout bêtement, c'est que on a vendu la technologie qui permettait de faire des turbines aux Américains, en particulier à General Electric, et maintenant on ne sait plus faire de turbines, donc on est bien embêté pour faire nos propres barrages. Donc c'est vrai que voilà. Et, oui, on les a re-rachetés effectivement. C'est vrai. J'ai oublié, on les a vendus, après on les a re-rachetés parce qu'on s'est rendu compte de notre propre bêtise. Oui, on les a rachetés ces jours-ci d'ailleurs, si je me trompe pas. On a rectifié le tir parce que, et je crois que, mais bon, c'est vrai que cette question-là, il y a aussi un sujet. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le problème de cette ligne qui marche plus et qui a du mal à être réparée. Mais il y a un fait notable. Par exemple, à Paris, là, on a un tunnel qui ne peut pas être réparé, donc qui est interdit, un tunnel majeur de circulation. Pourquoi ? Parce que la carte mère, il y a un bus qui a heurté un boîtier électrique, et en fait, il n'y a plus les composants. Et donc, les composants ont été commandés, donc dans le 15e arrondissement, et donc tout le monde dit, mais comment ça se fait ? Et on découvre, comme on n'a plus d'industrie, il faut commander je ne sais pas où la pièce, et que c'est très long, et qu'il y a pénurie de pièces, et qu'en gros, ça fait des bouchons gigantesques, parce qu'il manque une pièce. Alors, dans votre cas, apparemment, c'est plutôt un problème de mairie, etc., du moins politique, probablement parce que la mairie en question qui doit être touchée ne doit pas avoir juste le budget. Donc, et là où l'État devrait prendre en charge, on va dire, événements exceptionnels, l'État étant son propre assureur, l'État devrait pouvoir faire un crédit ou trouver une solution pour la mairie en question. Non, on laisse les usagers dans la mouise, comme on dit, et sans solution. Parce que moi, je me rappelle d'un truc. Alors, c'est pas du tout pour faire du pro-russe ou quoi que ce soit, hein. Mais quand le pont en Crimée, les Ukrainiens ont fait sauter le pont en Crimée, il a fallu combien de jours pour que les Russes le réparent ? 3 jours. Nous, voilà. Combien de temps il faut pour réparer un simple pont ? Et on parle d'un pont qui est sur la mer, compliqué, après Nous, c'est catastrophique. On n'est plus capable de réparer la moindre truc simple, en fait. C'est dingue. C'est-à-dire qu'un truc comme ça, normalement, il devrait, dès l'accident, dès lors que les officiers de PJ, etc., sont passés, ont fait les constats, tout ce qu'il fallait constater, etc., normalement, des équipes, dès le lendemain, devraient être capables de faire au moins, à minima, un pont provisoire et réparer le truc. Et non. Et il faut se souvenir, les Japonais, après le tsunami de 2011, la rapidité avec laquelle, alors que pourtant, ils ont eu plus de 30 000 morts, énormément d'infrastructures détruites, ils ont fait justement, ils ont réparé leur pays, les routes, etc., mais à une vitesse, on regarde ça, on est ébahi, on se dit, mais nous, on est incapable déjà de finir des travaux dans les temps, mais alors encore moins, voilà. Et c'est vrai que là, on est face à un état de fait. Normalement, il devrait y avoir un préfet qui dit, OK, il y a eu tel accident, OK, c'est telle mairie, bon, on va régler le problème et après, on réglera les questions financières, etc. Mais bon, c'est ce que nous, naïvement, on pensait qu'il allait se passer. Et malheureusement, là, on est à presque 4 mois, mais on sait qu'il y aura 4 mois de plus minimum de fermeture de la portion de ligne. J'ai fait un petit calcul pour un usager qui va travailler tous les jours. Il va passer
plus de 70 heures en 6 mois qu'il n'aurait pas dû passer dans les transports en commun, ce qui représente 3 fois 24 heures, grosso modo. Ça représente l'équivalent de 10 ou 12, 11 journées de travail de 7 heures. Donc, c'est assez énorme. Et forcément, nous avons dû faire une manifestation l'autre jour. Nous avons bloqué la route nationale pour sensibiliser les pouvoirs publics et la population avec un slogan simple, hein, mon train, j'en ai besoin. D'autant plus que il faut se rappeler que notre ligne a souffert après le terrible accident de Mias de plus de 1000 jours de fermeture, plus de 3 ans. 1000 jours 1066 jours de fermeture pour des raisons judiciaires. Le procureur ne levait pas les scellés sur la ligne de façon incompréhensible. Donc, c'est-à-dire qu'en Non, mais je suis désolé, j'ai cité des exemples. Genre le tsunami au Japon, les mecs, ils réparent. Enfin, je suis désolé, ils réparent en quelques jours et nous, on met 1000 jours pour réparer. Non, là, sur le cas de l'accident de Mia, c'était pas pour réparer, c'était pour des questions judiciaires, de recherche Oui, mais mais si vous voulez, on a quand même l'impression que notre ligne n'a pas de chance, si je peux le dire de cette façon douce, puisque en 7 ans, on aura notre ligne en service que 3 ans au final sur sa totalité. Donc voilà. Alors des fois, c'est vrai que nous on est un peu au bout de la France et qu'on se dit que peut-être c'est parce qu'on est au bout de la France et que les yeux sont pas braqués sur nous, mais en tout cas c'est pour les habitants du coin, c'est vraiment dommage, et je dirais même pour ceux qui sont pas du coin, pour les touristes qui viennent nous voir, ça devient terrible. À Prades, il y a un grand festival de musique qui est le festival Pablo Casals pour nous, et depuis 2 ans, les musiciens avec un matériel énorme, des contrebasses, des violoncelles, ils doivent arriver en car et il n'y a plus de place dans les soutes des cars. Il y a des exemples comme ça qui sont je dirais, tristes et lamentables. Mais alors, j'avais une question, justement. Est-ce qu'on sait, suite à ces fermetures de lignes, je suppose que ça crée des pertes d'emploi parce qu'il y a des gens qui peuvent plus arriver à l'heure. Alors, l'employeur, généralement, il est tolérant, mais quand quelqu'un arrive tous les jours en retard parce que son train marche pas, à la fin, c'est lui qui finit par en pâtir. Je suppose que ça va poser des gros soucis économiques, justement, parce que ça accroît la pression sur les salariés et en même temps, voilà, tout le monde est insatisfait. Ça accroît la pression sur les salariés. Il y a même des salariés qui sont obligés de refuser des emplois parce que justement le train n'est pas fiable. Il y a des salariés, j'ai un exemple récent, un couple, une famille qui a opté pour l'achat d'un second véhicule alors que jusqu'à présent il se suffisait d'un seul. Le train est un atout aussi quand il fonctionne. Par exemple, sur notre région autour de Prades, il y a pas mal de jeunes couples qui ont acheté autour de Prades parce qu'il y avait le train et que maintenant ils se retrouvent justement sans train sur 3 ans et demi sur 7 ans. C'est énorme. Donc effectivement, le train est un atout économique quand il fonctionne bien. Et malheureusement, c'est une sorte de pénalité quand il y a des problèmes. Voilà. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est important de faire entendre la voix, parce que vous disiez, on est au bout de la France et donc peut-être c'est pour ça. Mais en fait, peu importe que les gens soient au centre de la France ou au bout de la France ou à Paris. À Paris, d'ailleurs, on n'est pas forcément, en Île-de-France, on n'est pas forcément mieux lotis sur le train parce que l'état des voies est catastrophique, de la maintenance, la vétusté, le manque d'investissement chronique, etc., qui fait qu'il y a tout le temps des problèmes. On se rappelle, alors peut-être pas autant que chez vous, mais on se rappelle du gag qui a été la panne géante à la gare Montparnasse quand il y a eu une panne d'électricité et ils se sont rendus compte que donc la gare était censée être reliée à 3 générateurs, du moins 3 fournisseurs différents pour justement en cas de défaillance d'un des fournisseurs, les 2 autres prenaient le relais et on s'est rendu compte que les 3 étaient connectés au même endroit. Ce qui faisait que c'est comme si je branchais 3 fois ma multiprise au même endroit. Si la multiprise casse, ça marche pas.
Et donc voilà, on est effectivement systématiquement dans un problème, on va dire, de manque. Alors nous, on évoque souvent ça, c'est le problème de la planification. Là où les Chinois, justement, pensent sur le long terme, nous, on pense sur du court terme. Il faut pouvoir penser le désenclavage de la population, désenclavement, pardon, c'est fondamental. Toutes les populations devraient pouvoir se déplacer facilement et avec autre chose que juste la voiture comme moyen de transport. Parce que d'un côté, on peut pas se plaindre de l'augmentation des émissions, etc., et de l'autre, faire moins de trains. Mais oui, c'est ça. Et puis en milieu rural, ça devient très, très, très compliqué dès qu'il y a une défaillance de moyens de transport. Très, très compliqué. Et alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message? Comment on fait pour rejoindre votre combat, votre association? Déjà, vous pouvez vous rendre sur notre Facebook, qui est tout simple, hein. Facebook Train en tête, tout accroché. Et là, vous suivriez les actualités. On n'a pas fait de site web puisque notre Facebook il fonctionne bien. Et voilà, on peut bien sûr adhérer à notre association. On peut, voilà, l'adhésion n'est que de 5 €, hein. Donc on peut déjà adhérer. Dès qu'on augmente le nombre d'adhérents, on a plus de poids. Pour le moment, nous n'avons pas encore lancé de pétition. En ce qui concerne le problème actuel, on a notre réunion en sous-préfecture le 2 décembre et on verra comment ça se passera. Si on a toujours un blocage de la part de la mairie et une non-prise en main de l'État, on continuera des actions. Mais voilà, on a besoin évidemment de soutien, de support. Et on veut prendre conscience, que les gens prennent conscience que le train, c'est le slogan simple, hein, c'est le transport de demain. Et sur notre vallée, ça vaut vraiment le coup, je le répète, hein, avec un train à 1 €, ça vaut vraiment le coup. Et quand je dis 1 €, c'est des économies énormes, puisque quelqu'un qui descend travailler à Perpignan, il a souvent, je crois avoir un peu d'humour. Quand on me demande, quand je suis à Perpignan, où j'ai garé la voiture, je dis elle est là-bas, sur le quai F de la gare de Perpignan. Voilà. C'est tout simple. Pas de parking. Il y a plusieurs avantages. Les avantages du voyage en train sont énormes. Et c'est dommage qu'on n'a pas assez donné conscience aux populations que c'était le cas. Oui, je suis entièrement d'accord, en particulier quand on a des enfants. Les gens ne se rendent pas compte à quel point voyager avec des enfants en train, c'est très confortable. Et c'est dommage parce qu'en Allemagne ou en Autriche, par exemple, il y a on peut avoir des petits compartiments de 4 ou 6 comme ça, spécial pour les enfants, qu'on peut prendre quand vous êtes en famille. Et c'est super agréable parce que vous avez la table, les enfants ils jouent, ils font ce qu'ils veulent. Et vous êtes relax parce que le problème de la voiture, c'est qu'au bout de 2 heures, les enfants, ils en peuvent plus. Donc, soit ils mangent la tablette pendant tout le trajet, soit effectivement, ils tournent en rond, ils peuvent pas aller aux toilettes. Tout est compliqué. Si on veut pas que sa voiture soit dégueulasse, on les nourrit à l'arrêt. Donc, et au final, le temps de trajet est à peu près le même, si ce n'est supérieur à ce que on fait si on prend le train. Même pour des distances, on va dire des distances jusqu'à 1000 km. Et c'est vrai que, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que, bon, comme dit certains, on ne peut pas financer les cabinets de conseil de type McKinsey et les réseaux de transfert ferrés et routiers. Oui, malheureusement, peut-être que Emmanuel Macron, parce qu'il était trop occupé à faire des cours de théâtre, n'a pas assez joué au petit train. Et donc, contrairement à moi, qui avait des magnifiques petits trains de tous les modèles et qui faisaient des aiguillages, etc., il n'a pas assez joué à ça, donc il n'a pas la passion des trains. Mais non, je pense que c'est important. Il faut continuer.
Félicitations à vous de porter ce combat parce Merci. que c'est Et pas à toute une évident. équipe, hein. Oui, non, félicitations à vous tous parce que il faut regagner la bataille culturelle du train, montrer que le train, c'est bien et que c'est, comme l'a dit Georges, c'est l'avenir. Et voir les Chinois. Les Chinois, je ne pense pas qu'ils soient stupides et s'ils investissent autant dans le train, c'est qu'il y a bien une raison. Et donc, il faut pas, faut regarder autour de nous. Le train a toujours été un bon moyen de transport. Ça a permis à beaucoup de gens de visiter partout en France facilement, etc. Bien avant la voiture. Voilà, je pense qu'il faut continuer. Je vois qu'on a une question sur le chat. Alors, il y a plein de questions. La coopérative ferroviaire comme une alternative pour faire revivre les lignes secondaires. Ben moi, je n'en pense que du bien, hein. Il y avait une initiative coopérative qui était Railcoop qui a échoué et qui se focalisait sur les liaisons transversales. Et ça aussi, c'est un problème français, hein. Français et espagnol d'ailleurs, puisque c'est les deux pays que je connais le mieux. On a le système en étoile et je regrette aussi qu'il y ait des opposants, et pourtant je suis souvent de leur côté, des opposants à l'autoroute au TGV Bordeaux-Toulouse, parce que le TGV Bordeaux-Toulouse est le chaînon manquant d'un TGV Bordeaux-Nice, et actuellement il y a des liaisons aériennes Bordeaux-Nice qui pourraient être remplacées par des liaisons TGV. Donc voilà, hein, je ne sais pas s'il faut conclure, mais en tout cas que je tenais à répondre à cette question. Moi, je pense que les systèmes coopératifs ferroviaires, s'ils arrivent à être viables, c'est une bonne chose. Ah, il y a une question, alors je vais la mettre. Ils disent 1 euro le train, par quel miracle? Là, je ne suis pas dans le responsable de l'économie de la région, mais c'est simplement la région Occitanie qui a désigné certaines lignes à 1 euro et qui ont une convention avec la SNCF Voyageurs, qui est donc, il y a un système de compensation. Donc, entre le coût réel et les 1 euro, c'est les impôts des citoyens, donc la région qui fait la différence et qui la paye, tout simplement. Ça peut être une option, et peut-être au lieu que de mettre de l'argent ailleurs, la région Occitanie a décidé d'en mettre là sur le ferroviaire. D'ailleurs, elle réouvre des lignes chez nous, dans la région Occitanie. Et comme je l'ai dit au départ, hein, sans avoir une option politique, c'est indéniable, hein. On a une région en Occitanie, nous on est en pays catalan, hein, donc ça me fait toujours mal de dire Occitanie, mais on a une région qui est pro-ferroviaire et que peut-être si on ne l'avait pas, ça serait encore plus difficile. C'est Carole Delga, Carole si je me Delga, trompe avec pas, son là. vice-président chargé des transports, Jean-Luc Gibelin. Je me permets de répondre. Quelqu'un dit les trains à hydrogène, est-ce que c'est une arnaque? Le problème, c'est que pour produire de l'hydrogène vert, il faut beaucoup d'électricité, donc aucun intérêt. Alors autant utiliser l'électricité pour faire rouler le train. Ça a du sens pour les coins où il n'y a pas d'électricité et on va dire, mais nous on a un maillage électrique quand même assez suffisamment important pour pas avoir besoin. D'ailleurs, on n'a même pas. Je crois qu'il y a de moins en moins de motrices diesel. Alors, il existe encore des motrices diesel sur le réseau SNCF, mais qui généralement sont là pour tracter les TGV ou en cas de problème électrique. Mais il y a quasiment plus. On est dans du 100% électrique partout. Donc voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter ou... vous remercier de l'opportunité qui nous est donnée de parler du train et de notre ligne en particulier. Bon, voilà, c'est assez difficile aussi d'avoir de l'ouverture médiatique sur de tels sujets. Nous l'avons au niveau local et encore, mais voilà, un grand merci à vous pour cette opportunité. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vois
sur l'intégralité des réseaux, 691 personnes donc suivent ce live, ce qui est déjà pas mal. Et donc, on sait qu'avec les rediffusions, vous êtes bien plus nombreux. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent aussi que nous, on part ce vendredi pour aller couvrir le G20 de, j'allais dire de Kazan, non, de Rio de Janeiro. Donc, malheureusement, il n'y a pas de train pour aller à Rio. Il n'y a pas encore d'Atlantic Tunnel. Je pense que, vu le temps que la France met à construire le tunnel Lyon-Turin, un tunnel qui irait de la Bretagne jusqu'au Brésil en passant par l'Atlantique, ça prendrait bien 3-4 siècles, si ce n'est plus. Non, plus sérieusement, donc on va y aller. Donc, on vous retrouve jeudi matin pour une matinale. Demain, il va y avoir du contenu un peu surprise, etc. On vous tiendra au courant. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remets le QR code au fil Telegram qui permet d'avoir toutes les comment ça s'appelle, les infos, les nouvelles vidéos, les shorts, etc. Et pour ceux qui ont la possibilité justement de nous soutenir, voici le QR code pour faire un don pour notre participation au G20. Parce que comme l'a dit souvent Georges, pour l'instant, on a un média où les animateurs, que ce soit Georges, moi, ne sont pas rémunérés. On fait ça pour vous, pour que justement que les gens puissent avoir accès à une information libre, pertinente, et aussi donner la parole aux gens comme vous, Henrik, pour qu'on puisse faire parler des sujets qui touchent le cœur et la vie des gens. En vous remerciant tous, je vous souhaite une très bonne journée.